à toutes et bonjour à tous sur Radio Pluriel avec votre émission hebdomadaire Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, votre émission marocaine hebdomadaire avec vos fidèles serviteurs Abdelaziz Dahassi comme chroniqueur, Mehdi à la technique et Abdilatif à l'animation. Bonjour Abdelaziz et bienvenue sur ton émission Arc-en-Ciel en tant que chroniqueur. Nous sommes en direct maintenant avec Monsieur Eric Denissi. Bonjour Monsieur le directeur. Oui, bonjour Monsieur Denissi. Oui, bonjour. Je vais faire une petite chronique de 2 minutes et puis ensuite je reviendrai vers vous pour quelques questions si vous le permettez. Très bien. Le Sahel, vaste espace d'aventure et d'échanges commerciaux, serait-il devenu en quelques années le supermarché de tous les trafics? Camps d'entraînement terroriste, trafic d'armes, de drogue et d'immigration clandestine, sans oublier celui des prises d'otages. Le Sahara est en train de devenir les Balkans de l'Afrique, c'est-à-dire une poudrière. Il va falloir être vigilant à ne pas tomber dans les mêmes erreurs d'antan et de créer une véritable coopération non seulement de lutte contre ces trafics, mais aussi et surtout de repositionner les rôles régaliens des États limitrophes et ainsi d'épauler alors les pays les moins outillés et les plus fragilisés pour sécuriser cet espace. Les enjeux ne sont pas seulement pour les pays limitrophes, mais ils le sont aussi pour le bassin méditerranéen et pour la paix mondiale. Ces mêmes enjeux sont aussi sociaux, économiques et surtout humains, avec l'immigration clandestine et ses conséquences, ce qui fera l'objet d'une chronique prochaine. En ce qui concerne le Maroc, pendant 2 ans, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, le Royaume a œuvré efficacement pour permettre la stabilité régionale et continue son action en direction les plus fragilisés par divers événements, en apportant son soutien et son expertise dans divers domaines, que cela soit en direction de la Libye ou du Mali. Ce même Mali, où la présence à l'investiture du président Keïta du souverain marocain a montré l'importance du royaume pour cette région. Donc je vais attaquer Donc Éric Denessé, directeur du Centre français... Éric Denessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, va nous éclairer par rapport à tous ces sujets. D'abord, bonjour Éric Denessé. Bonjour. Voilà, donc ça y est, donc on est bien calé maintenant. Ma première question est une question qui va concerner un petit peu votre maîtrise du sujet du terrorisme et du mouvement de population. Est-ce que vous pourriez, en tant qu'expert, nous donner rapidement une situation précise des problématiques sécuritaires rencontrées dans cet espace ? Oui, comme vous l'avez très bien décrit dans votre chronique, à travers les différents enjeux que vous avez évoqués, on voit que la zone sahélo-saharienne est en train de devenir une zone de non-droit où s'exercent tous les trafics. Alors c'est une vieille tradition de l'espace saharien depuis des siècles, hein, zone qui n'est contrôlée par personne, comparable à un véritable océan de sable entre les pays riverains. Mais malheureusement, avec le développement de l'islam radical depuis les années 90, mais aussi avec le développement de tous les trafics, dont une grande partie de trafics de drogue qui proviennent d'Amérique latine, ça n'a fait qu'amplifier le phénomène. Et je dirais que ce phénomène a été par ailleurs décuplé par la capacité des États du Sud, j'entends par là la frange qui va de la Mauritanie au Tchad, à contrôler efficacement leur territoire à divers degrés. C'est vrai que le Mali est le moins bien loti. Et puis surtout, et ça en tant que Français je le regrette profondément, la politique irresponsable qui a été celle de l'OTAN et notamment de la France à travers l'intervention en Libye a contribué à déstabiliser encore plus la région qui aujourd'hui est une véritable poudrière. D'accord. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Alors, Éric Denessé, le souverain marocain a fait un voyage au Mali pour assister à l'investiture du président Keïta. Le Maroc
est très sensible à la sécurité régionale de cet espace. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous donner votre avis sur le rôle que joue ou que doit jouer le Maroc sur ces problématiques? Oui, et effectivement, comme je le disais, la région se caractérise par l'extrême faiblesse des États qui ne disposent pas à la fois ni de puissance économique, ni d'un appareil militaire et policier qui leur permet d'assurer leur propre sécurité ou la sécurité de la région. Et il y a finalement très peu de pôles de stabilité dans la zone qui va du Maghreb au Sahel. Et bien sûr, le Royaume du Maroc en est un tout à fait essentiel. Ce n'est pas le seul, je dirais, malgré la difficulté des relations qu'il y a aujourd'hui entre les deux pays. L'Algérie en est un autre. Et aujourd'hui, je pense que, vu d'Europe en tout cas, nous considérons que ces deux États, malgré leurs différends, malgré leurs divergences, sont les deux seuls qui, d'une façon ou d'une autre, peuvent faire quelque chose. Et en tout cas, nous appelons de nos vœux une amélioration des relations. Bien entendu, on ne croit pas en Père Noël. On sait qu'il y a des divergences qui sont importantes. Mais je crois que dans l'intérêt des deux pays, comme celle de la sécurité régionale, ce sont des paramètres à prendre en compte. Alors, toujours dans cette logique, effectivement, vous soulevez une problématique régionale lourde de conséquences. S'il y avait quelque chose à faire, qu'est-ce que vous, Éric Denessé, spécialiste de ces problématiques, à la limite, penseriez qu'il faille faire en termes de coopération régionale? Alors, je crois qu'il y a plusieurs étapes. D'abord, il faut être maître chez soi, c'est-à-dire que les États ne peuvent pas rentrer dans une logique de coopération régionale s'ils ne maîtrisent pas leur propre sécurité, c'est-à-dire que si les gouvernements n'ont pas les moyens d'assurer leur autorité sur les territoires dont ils ont la charge. Aujourd'hui, le Maroc est capable de faire cela, son voisin algérien aussi à un degré à peu près similaire, et malheureusement, tous les autres États de la région en sont incapables. Donc, il est très difficile dans l'état actuel des choses pour un État comme le Maroc de coopérer avec d'autres régimes qui, malgré leur bonne volonté, finalement ne sont pas sur un pied d'égalité parce que leur appareil militaire, leurs institutions, leur appareil policier, leurs ressources économiques ne leur permettent pas de faire la même chose. Maintenant, bien sûr que la coopération régionale est intéressante, mais moi j'ai une inquiétude, c'est que quand on étudie, quand on suit au quotidien les mouvements terroristes, et notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique, et les différents groupes comme Al-Bourabitoun, comme les autres groupes qui sévissent aujourd'hui dans le Sahel, on se rend compte que depuis quelque temps, ils annoncent qu'ils vont cibler le royaume marocain parce qu'ils ont pleinement mesuré que c'est aujourd'hui un facteur de stabilité et une puissance régionale indéniable et que ces terroristes sans foi ni loi qui veulent absolument déstabiliser la région, autant pour des raisons criminelles d'ailleurs que pour des raisons pseudo-religieuses, pourraient dans les mois qui viennent mener des actions majeures contre le royaume chérifien. Ça veut dire, Éric Denessé, qu'aujourd'hui le royaume chérifien se doit effectivement de mettre les outils nécessaires pour assurer son intégrité territoriale et de facto la sécurité de ses pays voisins, voire même de l'Europe. Bien sûr. Alors, indirectement, nous, Européens, nous sommes concernés, ça c'est indéniable. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de la coopération régionale qui est indispensable et qu'il va falloir développer, alors avec notamment l'intervention de pays extérieurs à la région, mais je dirais que dans un premier temps, si la stratégie que nous connaissons comme étant celle des terroristes se confirme, eh bien, je pense que le royaume marocain doit d'abord accorder la priorité à sa sécurité intérieure avant de vouloir jouer un rôle d'acteur régional qui pourrait malheureusement être perturbé par des actions sur son territoire. Encore une fois, c'est le discours et la stratégie qui est aujourd'hui annoncée par les terroristes. Elle pourrait ne pas voir le jour, mais ce sont quand même des éléments assez tangibles qu'il importe de prendre en compte. Eh bien, écoutez, Éric Denessé, je vous remercie énormément. Je crois que Abdellatif Sadki a une dernière question à vous poser. Et puis, nous espérons très très rapidement vous avoir encore sur nos ondes pour, en tout cas, vous puissiez nous éclairer sur ces sujets qui intéresse vivement nos auditeurs. Avec le plus grand plaisir. Merci. Oui, Monsieur Éric Denessé, donc ma question, c'est une question comme Monsieur Lambda qui souhaite savoir
un certain nombre de renseignements sur ce que c'est que le CFR2R, le Centre français de renseignement. Le Centre français de recherche sur le renseignement, qui a été créé il y a une quinzaine d'années, est un centre donc français, typiquement national, indépendant de l'État, j'insiste bien, nous n'avons aucune subvention ni des services et des pouvoirs publics français. Notre objectif est d'améliorer l'image du renseignement dans la société française et dans le monde francophone, parce que dans la culture française et francophone, souvent, le renseignement est associé à des activités illégales, inavouables, au viol de la vie privée, comme si c'était une activité qui ne devrait pas avoir lieu. Et donc, avec mon équipe, nous avons décidé de monter cette structure en disant le renseignement peut être aussi une arme de paix. Le renseignement n'est pas seulement un outil au service des totalitaires, c'est aussi ce qui permet de préserver la sécurité. Et donc, nous travaillons aussi bien en direction des parlementaires français pour leur expliquer ce à quoi servent les services. Nous travaillons avec les politiques. Nous travaillons aussi beaucoup avec le monde universitaire, les médias, et nous ne mettons pas de travailler également en direction du grand public parce que nous faisons des travaux de formation pour les enfants et pour les adolescents pour leur expliquer ce à quoi sert le renseignement, ce qu'il convient de faire et ce qu'il convient de ne pas faire, évidemment. Monsieur Eric Dénissier, juste une toute petite question concernant, vous avez parlé que de la France. Est-ce que ça peut toucher l'ensemble des autres pays du monde? Alors, bien évidemment, le renseignement reste encore quelque chose de national. Nous avions envisagé au début de monter un centre européen, et puis on s'est rendu compte que c'est une démarche qui n'était pas encore mûre. En revanche, nous travaillons beaucoup à développer nos liens avec l'ensemble du monde francophone. C'est d'abord en priorité le Maghreb et l'Afrique, puisque nous partageons une culture commune en vertu des vicissitudes de l'histoire, et que nous avons donc des modes de raisonnement similaires. Et nous avons lancé cette année une importante formation pour des cadres supérieurs qui est ouverte à l'ensemble des pays francophones, que ce soit bien sûr d'Afrique, mais aussi du Liban, de certains pays d'Asie du Sud-Est, de Suisse, de Belgique, du Canada. Nous considérons qu'il y a une façon d'aborder le renseignement qui peut être francophone et qui n'a rien à voir avec la façon dont travaillent les anglo-saxons. Je vous remercie au nom de l'équipe Arc-en-Ciel et je vous dis à très bientôt. Un très grand merci à vous également. Au revoir. T'entends, il dit tiens, je vais continuer à rien foutre, mais là-bas. Et va là-bas. Ça sert à rien. Et pourtant, on adore en France les chats. Au Maroc, je sais pas, non, il y a un autre truc. Il y a même des langages qui ont été inventés pour les animaux. Assam. Il n'y a que dans la langue arabe où il existe un mot pour parler à un animal. En France, il n'y a pas un mot qui a été inventé pour parler à un animal, genre flufla. Non. En arabe, assam. Tu peux pas le dire à un être humain, mais à un chat. Ça a été créé pour ça. Le chien aussi. J'ai un oncle, il a un chien, il me dit c'est génial, le chien, il est intelligent, tu lui jettes un ballon, il va le chercher, il te le ramène. Je dis garde le ballon dans tes mains, c'est la même chose. Ça me fascine les gens qui s'attachent aux chiens, comment ils font? Il y a pas longtemps, j'étais en Hollande, en week-end, et j'ai vu un mec qui parlait à son chien, non seulement il parlait à son chien, mais en hollandais. Le gars, il croit déjà que le chien, il comprend de parler, mais en plus en hollandais. Le gars, il était à fond comme ça. Et le chien, il répondait en chien, mais même pas aucun effort d'intégration. Il n'y avait pas genre... Non, rien, c'était chien normal. C'est n'importe quoi. On n'a pas la culture de ça. Moi, quand j'étais petit, j'avais pas la culture de ça. Mon fils, j'ai un fils qui a 10 ans, qui est en terminale, et qui... Ouah, la jalousie, arrête. Je l'ai amené en vacances au Maroc, ok? En France, je l'amène faire du poney, tu sais? Tu vas au jardin d'acclimatation, tu fais du poney. La dame, elle est gentille. Elle dit, bonjour, mon petit bonhomme. Tu veux monter sur le poney? Tu veux prendre vodka ou popcorn? Popcorn, ok. Eh ben, mon petit bilou, là, elle parle au poney, la femme. On est en train d'installer une connexion avec le poney. Poney, ça m'ose pas. Poney, il est en poney comme ça, il dit, ah mon petit bilou, tu vas avoir un petit bonhomme sur le dos, et c'est parti, attention, bim bam boum, on va en croisade. Je l'ai amené au Maroc. Je l'ai mis sur un poney. J'ai dit au mec du poney, comment il s'appelle Smith? Et là, il n'y a pas de pim pam poum, c'est parti. Il a regardé, il a fait.